Alors par quoi commencer? Justement, le commencement, quand a ouvert Ce lieu. Enfin, cette année 2016, ce sera la 25e année d'ouverture du lieu. 25e. Et les sculptures, j'ai commencé en faisant le carnaval de Nantes, j'avais 20, 22, 25 ans, je ne sais plus trop. Et je faisais le carnaval, je faisais des grands chars de carnaval. Un jour, j'ai vu ça et puis ça m'a fasciné. Et puis avec 2 ou 3 personnes du coin, on a fait des chars pendant 2 ans. Et puis après, moi, j'ai continué pendant 6, 7 ans. Je faisais ça l'hiver, en fait. Et j'ai eu une fille et à un moment donné, donc c'était plus possible de partir 3 mois. Et donc j'ai commencé à faire des petites sculptures basiques. Et puis c'est devenu, voilà, c'est devenu ça, un lieu. Un lieu, mais voilà, au début, donc la passion de créer m'est venue comme ça en fait, en faisant des grands objets comme ça. Je trouvais ça intéressant et du coup je lui donnais du mouvement. Et tout d'un coup, l'idée de mouvement m'a passionné d'avoir des mécaniques basiques, parce que je n'ai pas fait d'études de mécanique, quoi que ce soit, ni de beaux-arts. Hein. Mais l'idée de donner du mouvement m'a vite passionné. Donc j'ai appris basiquement, hein, je veux dire, c'est tout simple, hein, c'est de la mécanique du 19e siècle, hein, du 18e siècle. Donc voilà, c'est commencé comme ça. D'accord. Depuis tout petit, en fait? Alors petit, j'étais comme pas mal dans les greniers en train de bricoler. J'ai souvenir de petit, j'ai fait une invention extraordinaire en France. Et ça a été... j'étais tout seul dans mon grenier et j'ai fait une télé. Télé, tu sais, une télé qui marchait vachement bien avec... j'avais des journaux, je collais des journaux, j'avais mis un manche à balai d'un côté, un manche à balai, et j'avais enroulé mes images autour du manche à balai. Et c'était à l'époque une boîte à savon. J'avais fait un trou dedans et puis j'avais qu'une chaîne en fait. Je tournais en haut. Et puis, donc j'avais ma chaîne télé, donc c'est toujours le même programme. Donc je déroulais, je roulais. Et bon, c'est comme ça que ça commence. C'est le point de départ. Et on m'appelait Bricefer. Bricefer, je cassais tout. J'aimais bien comprendre comment que ça marchait dedans en fait. Donc le problème de l'électronique maintenant et de l'informatique, c'est que je ne comprends rien. Si, je bidouille, hein, mais dedans, je ne comprends pas. Donc je ne peux plus casser, donc je reste à la mécanique traditionnelle. Et tu es originaire de là, d'Isio. Oui. Je suis né à 500 mètres d'ici en fait. D'accord. Et je suis parti pour plusieurs raisons, à Paris pour les études de cinéma, après dans une communauté, et puis je suis revenu parce que je me sens bien ici en fait. La Bretagne d'abord, et puis mon pays, je l'aime bien. L'Isio, c'est sympa. Alors à la fois c'est sympa et à la fois c'est aussi un trou, hein, c'est un ventre, c'est un peu enfermant, mais donc c'est le piège aussi. Hein. Mais avec ça, bon, c'est aussi un chemin, hein, de se désenfermer, s'ouvrir. Totalement. Si tu es parti, tu as suivi une formation de quoi à la base? À l'origine, j'ai fait mes premières études, c'était le cinéma en fait. Il y avait 2 écoles de cinéma à l'époque. Il y avait l'IDEC et l'IDA. Donc un jour, j'avais lu un article de Claude Lelouch sur le magazine Photo. Un mec qui, je ne connaissais pas, hein, un mec qui avait galéré, qui galérait. Et un jour, il a tout misé, il a tout refait tout son fric dans un truc. Et c'est comme ça qu'il a sorti Un homme et une femme, le film qui a été primé. Mais ce mec, ce combat, qui avait tout perdu et qui repartait, ça m'a fasciné. Et j'ai dit, tiens, moi, je devrais faire du cinéma. C'est comme ça que j'ai fait une école de cinéma. Sauf que à l'époque, il n'y avait qu'une chaîne télé, donc où tu allais dans les entreprises, où tu travaillais dans la télé. TF1, non, c'était pas comment ça s'appelait. Donc, enfin, moi, j'avais envie de retrouver mes racines, donc je suis revenu ici. Mais j'avais toujours envie de faire du cinéma tout le temps. Mais le problème, c'est que tu t'en vas, tu fais plein de métiers, tu es paysan, tu es tout ce que tu veux. Tailleur de pierre, après j'ai fait une formation, j'ai été paysan, j'ai été crêpier, enfin plein de métiers. Et puis, toujours avec l'idée de faire du cinéma, en fait. Donc voilà, ça m'a pris 40 ans. 40 ans. Mais encore, le cinéma, c'est arrivé... ton premier film, tu l'as réalisé très récemment. Le long métrage, oui. Après, j'avais toujours une caméra, j'avais toujours des petites bidouilles de caméra, mais moi, faire du cinéma, c'était de faire une fiction, quoi. C'était ça. Donc, en attendant, j'ai fait de la mécanique. La mécanique, comme je fabrique, là, c'est de l'assemblage. Et c'est la même chose que le cinéma. Au cinéma, tu rassembles une histoire, des personnages, de la musique, des couleurs, plein de choses. Et tu bidouilles quelque chose et tu racontes quelque chose avec ça. Et puis, tu as envie qu'il y ait de l'émotion qui passe. Et du coup,
Ici, dans mon pays, j'ai fait ça avec la ferraille, quoi. Ouais. La ferraille, de la récup, des objets, du plastique, du bois, voilà, et essayer de raconter une histoire, donner du mouvement, comme dans le film, et raconter une histoire avec ça, quoi. Donc... Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer aussi cet univers, l'univers du poète ferrailleur? Quand on arrive ici, finalement, on arrive dans ton monde, ou dans le monde que tu proposes, que tu as assemblé. Est-ce que tu peux le raconter, essayer de le raconter avec des mots? Oui. Parce qu'on ne l'aura pas vu. Ça. Oui, alors effectivement, alors cet univers, c'est quoi? C'était d'abord des automates avant. Des automates, on voit ce que c'est des automates. Donc pour moi, fabriquer un automate, c'était très mystérieux, et je me suis mis dans la peau d'un fabricant d'automates, et j'ai inventé mes premiers automates. Et ça m'a plu, le côté mystérieux. Mais bon, l'automate, c'est un côté classique, et du coup, petit à petit, j'ai trouvé envie de style, d'inventer mon style, quoi. Donc beaucoup avec de la soudure. Mais c'est pas un tas de ferraille ici, faut pas imaginer, il y a de la couleur, et le dénominateur commun, c'est le mouvement, quoi. Je donne du mouvement à mes sculptures, donc j'appelle des sculptures animées. Donc il y en a ici 70 à peu près. Beaucoup de choses qui volent, beaucoup d'engins volants, engins de voyage, engins de machines à rêver, des machines à nous emporter ailleurs. Et ailleurs, c'est où? C'est dans notre émerveillement. C'est ce qui m'importe. C'est, en fait, je reste un enfant quelque part dans l'idée de... Comme quelqu'un un enfant qui crée son jouet, quoi. Et je suis encore comme ça. Et j'ai 60 et quelques années, pas trop plus. Et encore, je suis comme ça tout le temps. Là, je suis dans l'atelier cet après-midi, et je suis sur une nouvelle machine, et quelque part ça me passionne, quoi, d'envie de m'ébahir moi-même, quoi, d'abord, et puis du coup ça passe au public, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de ne pas m'ennuyer avec tout ça. C'est à chaque fois d'aller chercher dans cet enfant en moi ce côté ma création, quoi. Alors effectivement, je pourrais faire une création, ça pourrait être de la thérapie, c'est pas mon cas. C'est une création de quelqu'un qui a envie de donner son âme, voilà. Pour faire tes créations, c'est l'idée qui t'amène à la matière, ou c'est la matière qui te donne une idée? Quel est le processus? C'est une bonne question, en fait. Des fois, c'est les objets. Des fois, c'est un objet. Je vais partir bientôt sur une sculpture, là. C'est des objets. Des belles pièces que j'ai, et puis je dis tiens, avec ça je vais partir. Et puis ça devient souvent des machines ambulantes, volantes, extraordinaires. Donc, mais des fois c'est des objets, des fois c'est une idée de travailler par exemple avec des billes, avec l'eau, donc qu'est-ce que je vais faire avec l'eau? Donc il y a plusieurs fontaines ici, il y en a 3 ou 4, avec la musique. Alors c'est pas de la musique très harmonieuse, mais bon, c'est de la musique quand même. Voilà, donc des fois c'est une idée, mais c'est souvent les objets. Ou alors, tu vois, après, bon, ça c'est dans les sculptures. Après, il y a l'architecture. L'architecture, c'est plus l'envie de... C'est tout un métier de me déformater du droit. Hein, je suis comme pas mal, j'ai été formé droit, formé à l'école, la bonne école. Donc, il y a tout ce travail de déformatage qui me prend... ça m'a pris 20 ans à me former. 20 ans à me former, et puis ça fait 40 ans que j'essaye de me déformater, et je suis au tout début, donc je fais des tours de travers, des tours tordus, des tours sans fil à plomb, et ça me plaît bien. Là je suis heureux, quoi. Je suis heureux, mais c'est tout un travail, hein. C'est vraiment un chemin initiatique, tout ce boulot-là. Il y a 25 ans de métier, mais de boulot, mais c'est à la fois c'est de la création, et c'est aussi un chemin à la fois thérapeutique mais initiatique surtout, un chemin intérieur, spirituel, voilà. Donc c'est ma démarche en faisant tout ça, quoi. Et forcément dans cette création il y a aussi une part de technique, et en fait pour réussir à réaliser tes idées, tu perfectionnes dans une technique, tu apprivoises une technique, ou comment ça fonctionne? Je bidouille. En fait, quand je m'ennuie d'une technique, je vais chercher. Et en fait, je suis pas bon dans aucune technique, en fait. Souder, j'ai appris tout seul. Le bois, j'ai appris tout seul. Et en fait, je suis pas bon nulle part, mais je me débrouille partout, en fait. Et du coup, j'aime bien innover. J'aime bien innover, même des fois de la résine, des fois, tu vois, parce que
le côté chercheur m'intéresse en fait. Et puis alors, effectivement, bon, c'est pas nul non plus, hein, mais un technicien, un pro, il va dire, attends, c'est pas de la bonne soudure ça, ou je sais pas quoi, moi un couvreur, il va dire, attends, les ardoises. Mais bon, c'est ça qui m'intéresse en fait. Et c'est ce côté, sinon tu vas à Disneyland, c'est merveilleux. Moi, je suis pas un inconditionnel, mais je trouve ça du bon boulot, quoi. Mais ils ont les meilleurs ou Machine de Nil, ils prennent les meilleurs et puis ils font quelque chose de parfait. Moi, je suis de moi-même, quoi. Donc je fais avec ça. Mais il y a, par contre, là, dans l'imperfection, la chance, c'est qu'il se passe, la poésie passe là, elle passe dans l'imperfection. Et ça, c'est peut-être, ça, c'est peut-être le secret, en fait, un des secrets. Comme dans le long métrage que j'ai fait, il y a de l'imperfection et à la fois, là, il y a quelque chose qui peut passer. Il y a de l'âme qui peut passer, il y a de l'humain qui passe. Alors, il ne faut pas être complètement imparfait, hein, c'est sûr. Mais donc voilà, je fais avec ça. Je m'accepte comme ça, et puis et c'est ce qui aussi touche le public, quoi, je pense. Et quand tu parles d'humain, en fait, est-ce que le regard des autres te nourrit, te donne des idées aussi, te fait avancer Le regard des autres m'a permis, je remercie les gens parce que tu sais, quand j'ai commencé il y a 25 ans, tu fais ta petite sculpture, les gens viennent te voir, il n'y avait pas grand monde, il y avait 700 personnes la première année. Aujourd'hui, il y en a 25 000, peut-être 24 000. Donc, je remercie les gens, moi, qui se déplacent pour voir ton travail. Je trouve ça extraordinaire. Donc, je peux vraiment remercier les gens, quoi, et tout le temps. Ouais. Ça rebondit là-dessus, c'est pourquoi avoir eu l'envie d'ouvrir tes portes, parce que tu aurais pu faire ça pour toi-même, tu parles de chemin initiatique, et comment tu as voulu partager ça? Parce que, en fait, parallèlement, il y a tout un chemin de travail sur moi-même qui s'est fait, de guérison, de passé, de plein de choses, de bordel, de passé. Donc tout un travail, et à la fois un travail d'ouverture. Tu vois, je disais que l'isio, c'est un ventre enfermant. Je suis né à moitié mort, moi, donc je vais pas l'expliquer là, mais il y a toute une histoire autour de ça. Et tout mon travail d'humain, c'est de m'accoucher de moi-même. Et de ne pas m'accoucher à moitié, de m'accoucher vivant. Et tu vois, souvent, on est dans nos vies, enfin, moi aussi, mais on est à côté de nos vies. Hein. Donc, mon travail, moi, de ma vie, c'est d'être pleinement vivant, d'essayer. Hein, et d'être dans la voie qui est la mienne. Et la voie, c'est la découvrir par le bonheur, par l'élan, par le plaisir. Et c'est tout un travail voilà. Et à un moment donné, ma sculpture, elle était pour moi, et elle a été évidente à un moment donné de l'ouvrir. Et au début, j'ai fait des sculptures que je vendais. J'ai vendu des sculptures et très vite, au bout d'un an, j'ai vendu 3, 4, 5 sculptures. Ça n'avait pas de sens. J'avais pas de sens. La sculpture, elle est peut-être encore, elle est en Allemagne, elle est à Dinard dans un appartement, elle sert à une personne. Et quelque part, c'était non-sens. Et en écoutant tout ce chemin-là, elle me dit, mais non, en écoutant l'envie qui est d'ouvrir, que ça donne du bonheur à des gens, c'est ça qui m'intéresse, que ça donne du bonheur, ça m'en donne à moi, mais c'est pour donner du bonheur aux gens. Alors, bon, tant mieux si ça fonctionne, je ferais de l'art conceptuel, c'est pas mon truc, mais ça fonctionnerait pas aussi bien, quoi. Et les gens sortent, ils sont touchés, et moi, que les gens soient touchés, c'est fondamental, parce que c'est mon travail à moi d'être proche des gens, de les aimer. Donc c'est comme ça, je veux dire, je ne juge pas les autres arts, mais c'est moi, alors je ne me formate pas aux gens, mais j'ai envie d'être proche de... Voilà. Donc c'est pour ça que c'est devenu un lieu ouvert au public. Alors au début, il n'y avait rien, hein, je veux dire, c'était un terrain plat ici. Aujourd'hui, c'est plus consistant. Et justement, c'était une question que je voulais te poser. Ce lieu, justement, tu l'as choisi comment? C'est le hasard? C'est quelque chose que tu... Ma maison était à côté, en fait. Voilà. Ma maison à côté, l'agriculteur a vendu son hangar où on est, là, d'ailleurs. C'était son hangar à machin, que j'avais une cidrerie avant. Donc j'ai aménagé ça en cidrerie, puis la cidrerie a déménagé. Et puis j'ai commencé à exposer mes 4-5 sculptures du début. On avait une ferme auberge à côté. Les gens, ils mangeaient là-bas, et puis ils venaient voir les 3-4 sculptures. Et puis en fait, une vie, ça se crée comme ça se crée comme une création, en fait. C'est au ressenti. À un moment donné, tu te dis, tiens, je vais dans cette direction parce que c'est celle qui te donne plus de vie, plus de bonheur, plus d'élan. Donc à un moment donné, quitter la cidrerie, la vendre, une bouchée de pain,
pour faire un film d'ailleurs. Et puis vivre de la sculpture, c'était un pari fou, à la campagne, avec la bidouille de la décharge publique. C'était pas simple au début, mais c'était ce qui semblait se dire pour moi, même si c'était incohérent et un peu fou. Donc je dis oui à ça, et puis voilà. Aujourd'hui, voilà. Est-ce que tu imaginais il y a 25 ans que ça allait prendre une telle proportion, que ça allait se développer comme ça? J'imagine pas, mais j'ai pas une imagination, c'est comme une vision intérieure. Je sais pas, c'est pas très difficile à dire. Ce lieu, par exemple, qui est aujourd'hui, qui est là, je l'imagine dans 20 ans. Mais c'est pas une imagination, je le vois dans 20 ans. Je le vois, mais comme un lieu étonnant, extraordinaire, mais où on en sort complètement. Déjà, les gens, ils en sortent comme ça, mais complètement, voilà. Et je le vois comme ça, et il va être comme ça. Et en fait, en fonctionnant comme ça, je me suis aperçu que les images intérieures et mentales se réalisent, en fait, si je suis fidèle au pas à pas. Et ça fonctionne comme ça. Le film « Je demande pas la lune », eh ben, je l'ai imaginé comme ça. J'ai imaginé les gens en sortant comme ça, et ils sont sortis comme je les ai vus. Alors, il a fait le travail, hein, tout ça. Et voilà. Et donc, c'est à la fois un travail technique, mécanique, et un travail intérieur de voir, de désirer. Voilà. Donc, ce lieu-là, je ne l'imaginais pas comme ça, mais je le voyais un lieu porteur, quoi. C'est en même temps que de plonger dans un univers de rêve, retour à l'enfance, en fait, c'est ça, hein, quand on voit des machines comme ça, c'est presque des jouets, des compositions, mais en même temps, quand on se promène, on voit des inscriptions sur les murs, des messages, et du coup, c'est un voyage aussi spirituel que tu proposes, peut-être qui parlera plus à l'adulte qu'à l'enfant à ce moment-là. Effectivement, sans doute. Mais pour moi, les petits textes sont importants parce qu'ils disent à la fois ma démarche et mes évidences à moi. Il n'y a rien d'affirmé, il n'y a rien de, disons, il n'y a pas de il faut, mais il y a toute la démarche de comment on peut atteindre ses rêves, comment on peut être fidèle à soi dans un monde où tout est fait pour ne pas être fidèle à soi. Comment ça fonctionne pédagogiquement, comment ça fonctionne ça devrait être pour tout le monde, ça. Pour tout le monde, ça devrait être dire, moi j'ai envie d'être jardinier, je vais être jardinier, je veux être un homme politique, comment je fais? Et sauf qu'on est tellement récupéré par des tas de systèmes qu'à un moment donné, on passe à côté de nos vies. Et comment le cheminement d'un homme, d'une femme, qui essaye d'être fidèle à ce qui se dit en lui, ça fonctionne, quoi. Et ça fonctionne pour moi, mais j'aime apprendre aux gens comment ça fonctionne. Enfin, pas apprendre, j'aime dire que ça fonctionne. Donc, et les petits textes, ils disent un petit peu ça, quoi. Ils disent un petit peu ça. Comment de ton rêve, tu peux en faire ta vie. C'est ça. Mais pas de la rêverie, hein, quand je parle de rêve, c'est de l'élan intérieur, on va dire la même chose. Ouais. Parce que c'est ce qui a cheminé tout au long de ta vie. Et qui continue, parce que c'est pas achevé, en fait. Et il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite parce que à un moment donné, tu suis ton fil conducteur, c'est très large, et puis ça se rétrécit, tu te rends compte que ta vie s'est créée. Avant, moi j'étais entrepreneur, avant j'ai créé plein d'entreprises, après tu te dis tiens, je pourrais être dans la politique, et à un moment donné ça se rétrécit, et tu te dis tiens, c'est la créativité, c'est travailler avec mes mains, mais la même chose en fait, créer. Et après tu te dis mais créer dans une certaine direction, c'est créer pour dire quelque chose, pour raconter quelque chose, et pour éveiller les gens, éveiller à eux-mêmes. Et puis petit à petit, ton chemin il devient de plus en plus percutant, et à un moment donné, je perçois ce qu'il est en train de dire pour la suite, c'est d'éveiller à l'âme à l'intérieur, qu'on est un mental, on est un corps, on est de l'émotion, mais cette âme-là, on n'en prend pas beaucoup soin dans notre monde. Et pour moi, c'est cet éveil à ça qui m'interpelle, en fait, de raconter. En fait. Et d'après toi, pourquoi le public est aussi sensible à ton univers? C'est un mystère. Parce que tu vois, je fais des sculptures qui pourraient être basiques, quoi. Je veux dire, c'est la sculpture, elles sont sympas. Je ne doute pas qu'elles sont sympas, les gens, ils en sortent. Mais je crois que c'est très mystérieux pour moi, pourquoi les gens sortent si touchés, quoi. Donc c'est une question qui est tout le temps là, qui me taraude. Et en fait, c'est parce que quand je crée, je pense que je suis dans cet état de présence réellement à ce que je fais, en fait.
pleinement, et ça doit passer, ça passe. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne se mesure pas matériellement. On peut dire que le monde actuel dans lequel on vit est beaucoup moins rêvé que ton univers. Oui. Et comment tu le perçois et en quoi il t'alimente, il t'inspire, ou est-ce que ça te donne des idées par rapport à des messages, ou c'est très instinctif? C'est assez instinctif, mais effectivement le monde il est en train de changer radicalement. Alors on croirait que c'est en mal, mais il est en train de changer radicalement en positif. Alors on passe dans des crises, on va en passer encore dans des costauds, hein. Mais il est en train d'accoucher d'une autre façon d'être. Il va peut-être falloir une génération, 10, j'en sais rien moi, mais à mon avis plus vite que ça. Et on ne va pas reconnaître le monde dans 2 générations. On aurait pu dire, tu vois, au début du siècle, en 1900, quand tu voyais les mecs en train de pédaler dans leurs avions, là, enfin essayer de créer des avions, et les mecs ils disaient, à l'époque tu as dit, mais dans 50 ans on va avoir plein d'avions volés. Et ils auraient pris pour complètement utopique, chacun va avoir sa voiture dans 60 ans. Tout le monde va avoir une voiture. Tu te dis mais c'est complètement dingue. Et ben, aujourd'hui on peut dire la même chose, que dans 10, 20, non pas dans 10, dans 20, 30, 50 ans, le monde va être complètement transformé. Et moi, je le perçois comme ça. Alors, ou on se casse la gueule avant, parce que c'est possible encore. Mais pour moi, il va muter et dans un sens positif. Le risque, c'est le fascisme. Fascisme écologique. Le fascisme, l'autre, on le connaît, hein. Mais le fascisme écologique, le fascisme spirituel, on le connaît. Donc, c'est trouver vraiment le fil du funambule pour que l'écologie soit une écologie au service de l'homme, parce qu'on va être obligé dans des contraintes tellement. Et moi, je suis un écologiste depuis tout le temps, hein, depuis l'âge de 18 ans. Mais aujourd'hui, la crainte, c'est que là, on est dans une conscience qui arrive. Là, je me garde du sujet, mais quand même, c'est qu'à un moment donné, ça va devenir une telle importance et un côté essentiel que ça peut devenir très radical et très contraignant. Et effectivement, le monde, il va changer que si chacun trouve sa place, en fait. Si on prend la place de l'autre, on ne peut pas s'en sortir. Si on n'est pas à sa place, et sa place, c'est comme une fleur dans un jardin. La tulipe, elle n'a pas envie d'être une rose, et elle donne son parfum. Et nous, dans le monde, on a toujours envie d'être à la place des autres, en fait. Et donc tout ça, c'est l'apprentissage qui se désapprend souvent à l'école, parce qu'il y a la compétition, il faut être le meilleur dans la carrière, il faut être le meilleur au concours, et puis que dézinguer les autres, parce que sinon tu passes pas. Et ça fonctionne comme ça dans le monde. Et tout ça, ça a changé. Il faut que ça change. On est obligé que ça change, sinon ça pète. Sinon ça pète. Et puis même après, que des mecs, je sais pas quoi, il y a 7 milliardaires qui ont je sais pas quoi, 80% des biens du monde, je sais plus combien. Donc ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens, alors qu'il y en a qui n'ont pas à manger, quoi. Bon, il y a du boulot, hein. Ouais, on va y arriver. Mais j'ai une question qui revient à Rémo. Est-ce qu'on t'a déjà dit, mais tu rêves? Oui. Mais le problème, c'est qu'à force, j'ai écrit un texte qui est la raison du plus fou et parfois la plus sage. Il y a un autre texte qui n'est pas de moi, celui-là. Vaut mieux reculer dans le bon sens que d'avancer dans le mauvais. Mais en fait, je rêve, oui, mais en fait, ça devient sérieux, en fait. De toute façon, l'utopie, j'ai écrit ça à un moment donné, elle n'est pas facultative. On ne survivra que parce qu'on aura l'utopie, on va la vivre, quoi. Et sinon, ça ne fonctionnera pas. Et effectivement, je rêve, mais ce n'est pas de la rêverie comme j'étais ado. Je rêve et ça ne peut que fonctionner, parce que sinon, on se casse la pipe. Et voilà, effectivement. Et je revendique mais pas de rêver à côté de mes pieds sur terre, hein, depuis l'âge. Et donc, tu disais, donc pendant 40 ans, tu as eu ce rêve fou de vouloir réaliser un long métrage. Oui. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que le moment était venu? C'est une idée en particulier? C'était l'envie qui était plus forte que tout? Qu'est-ce qui a fait que tu as franchi les pas et pourquoi, en fait? Ce qui m'a fait franchir le pas, c'est qu'à un moment donné, c'était toujours présent, moi, le cinéma. Donc là, je fais de la sculpture un peu par hasard, en attente. Et en fait, ce qui a fait que à partir de 45 ans, j'ai fait des dossiers et des machins qu'on m'a toujours refusés.
Alors je faisais des films quand même, hein, ils sont présentés ici, non, ils sont plus présentés, mais je faisais des moyens-métrages, des courts-métrages, et puis à chaque fois je faisais des dossiers, ils me refusaient, donc aucun financement, et à un moment donné, j'en ai fait 4 comme ça. Donc les films, sauf un long-métrage qui, à un moment donné, j'ai été refusé, et ça m'a fait un truc terrible. J'en ai été, bon, ça m'a valu un divorce en même temps, mais bon, voilà. Et du coup, à un moment donné, j'ai dit, à 55 ans, j'ai dit, cette fois-ci, on refait un dossier. Je refais un dossier, j'envoie, et là encore refusé. Et c'est là que tu te dis, attends, moi je suis en train de dire aux gens de réaliser les rêves, j'essaye de réaliser les miens, et qu'est-ce que je fais? Je vais même pas au bout, en fait. Donc là, je dis, où j'en fais le deuil, je ne veux plus entendre parler de cinéma jamais, et où j'y vais. Et du coup, j'avais vendu la cidrerie 35 000 €. Donc on est parti avec cet argent, 35 000 €, avec Isabelle, ma compagne, et on s'est dit, on y va. On y va, et puis, donc avec des DVD vendus, on n'avait pas l'argent, donc j'ai eu la chance d'avoir la Corée qui me demandait d'aller faire une sculpture, donc ça a été 13 000 €. Et comme ça, le film s'est fait au fur et à mesure des trucs. Et à un moment donné, j'attendais pas la permission, mais pour ce long métrage, je dis, bon, il faut que je rentre dans le truc, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai pas eu la permission de personne, donc à un moment donné, il faut l'apprendre soi-même. Tu te dis, j'ai pas le choix, j'y vais, où je veux plus en entendre parler. Et faire le deuil, c'est aussi important, quoi. Donc voilà. Et le film, il est sorti. Et par chance, le film, il a touché les gens. Donc on n'avait pas de moyens, on n'avait pas d'attaché de presse, quoi que ce soit, ni d'acteurs connus. Et puis il a fait 45 000 spectateurs actuellement, ouais. Et le titre, déjà, résume bien l'intention. Tu peux nous... Le titre, on a travaillé donc avec pas mal de gens. On était 600 sur le tournage à la fin, avec les figurants et tout ça. Et le titre « Je demande pas la lune », ça veut dire que je demande pas la lune, c'est que je veux pas me contenter voilà, de peu. Je veux quelques étoiles, en fait. C'est-à-dire que je veux pas me contenter de peu de ma vie. Voilà. Donc, voilà, je veux que ma vie soit une étoile. Pas pour l'ego, hein, mais pour qu'elle soit pleine. Et donc, le film, il parle de ça, d'aller au bout de soi-même, de quoi qu'il arrive, d'aller au bout de soi-même. Mais non, il ne parle pas de ça, c'est pas vrai, c'est le prochain qui parle de ça. L'autre, il parle, quoi qu'il arrive, c'est tout se casse la gueule, si tout ne fonctionne pas, si ça ne marche pas, tu marches, et ça ne fonctionne pas encore, et tu marches encore, et à un moment donné, dans le film, à un moment donné, l'héros, on lui casse son rêve, on lui casse tout, et à un moment donné, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste en lui, en fait? Il reste son essentiel, en fait, c'est ça que je dis dans le film. Voilà. Et donc, c'est un film que je ne demande pas la lune, que tu n'as pas fait tout seul, tu parlais de 600 personnes. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tout le monde te suive? À un moment donné, on était donc une équipe de Isabelle, ma compagne, moi, et puis il y a eu un copain technicien qui est arrivé, et puis Fred, l'acteur, on était 5-6, un petit noyau en fait. Et puis après, il y a une association qui s'est créée, qui a été partant pour dire on y va, on fait la cuisine, on fait le making-of, on fait tout ça. Et cette dynamique est née parce qu'il y avait un mec assez fou pour dire allez, on y va. Point. Et puis je suis naïf, donc c'est la naïveté qui a permis de... Naïf et pas... Naïf, quoi. Et inconscient. Puis voilà, avec ça, les gens, ils aiment bien la naïveté et l'inconscience, donc ils ont dit, on y va, quoi. Mais ça a été une super ambiance. On avait des super repas, parce qu'on n'avait pas de quoi payer, donc on payait avec des belles fêtes et des repas. T'as mis combien de temps pour le faire, finalement, ce film? Entre le début du tournage et la fin du tournage, ça a été 2 ans. Et donc, comme on n'avait pas de moyens, donc, il fallait faire les décors entre-temps, laisser la barbe pousser, les saisons passer. Donc c'était plus facile que de tout concentrer sur 2 mois. Et puis, donc 2 ans, oui. Et après, il y a eu le montage et tout le reste, quoi. Et tu peux nous raconter un peu la première projection, comment ça s'est passé? Oui, attends, la première projection, c'était étonnant. D'abord, forcément, j'avais pas trouvé la distribution, parce que faire un film, encore, ça se fait. Distribuer un film, on me l'avait dit. Distribuer un film, c'est impossible. C'est impossible. Ou, en général, un film comme le nôtre, là, un long métrage comme le nôtre, c'est 50 000 €. Et on en a rencontré plusieurs en France, du coup, on s'est rencontrés par Internet. Et il y en avait 5-6, c'est 3 000 personnes. C'est les réseaux, en fait, autour. Et donc, une salle de cinéma, ils n'ont aucun intérêt de voir un film comme ça. Ils vont le projeter dans le coin, et puis
parce que il faut que ça fonctionne une salle, c'est normal. Donc si t'as pas un acteur, si t'as pas les médias, ils te prennent pas, c'est clair. Voilà. Donc distribuer, c'est terrible, quoi. Je sais pas quelle question que tu m'as posée. La première projection. La première projection. Alors du coup, il y a eu des programmateurs du coin là, quelques-uns, 4-5, c'est par le cinéma de Pleurmel, qui avaient fait venir. C'était sympa, heureusement qu'ils étaient là. Et puis j'étais là et complètement fatigué. Tu vois ce que c'est, un montage, tu t'en veux plus, tu te dis, attends, le film il vaut rien, machin. Et puis j'étais là, et puis les 6 programmateurs de salles du coin qui étaient là. Et puis j'étais caché dans le fond. Et puis à un moment donné, le film se termine. Et puis voilà qu'il y en a un qui commence à applaudir. Et puis les 4-5 autres, ils applaudissent, mais pas machin, ils applaudissent à fond. Et puis là, le petit bonhomme que j'étais, qui se met devant, et je commence à chialer. Fatigué, j'entends des mecs qui sont habitués à programmer, qui disent ton film, ils le pensent, et ça vaut quelque chose, quoi. Et puis, du coup, chialais, tellement compressé, comprimé de fatigue et de machin. Puis voilà, j'ai laissé dire, et puis voilà. Et à partir de là, ça s'est étendu localement, et puis après, ça s'est dit, et puis ça a été surprenant, parce qu'on a fait après 45 000, quoi, sur 2 ans. J'ai accompagné 150 fois le film. Donc voilà, distribuer, c'est vraiment le truc le plus difficile. Ouais. Et donc tu veux pas en rester là, donc tu as un nouveau rêve, c'est-à-dire de faire un 2e film. Ouais, alors je veux pas en rester là, c'était une sacrification, hein, parce que tu te sors de là, tu as plus envie de recommencer. C'est trop difficile. Non, c'est épuisé, quoi. Et à un moment donné, sans moyens, est-ce que ça vaut la peine de donner tant d'énergie, quoi? C'est quand même 3, 4, 5 ans de ta vie, quoi. Et je dis non, je vais pas y aller, c'est pas possible. Et sauf qu'à un moment donné, la fatigue s'arrête. Le créateur, moi je suis un créateur, donc à un moment donné, la création renaît, il y a des idées qui viennent. Et j'ai dit, mais oui, quand je vois les spectateurs touchés, je me dis, mais oui, est-ce que j'ai encore quelque chose à raconter, à leur dire? Et effectivement, il y a quelque chose qui a envie de se raconter, quoi. Et j'ai envie d'aller toucher les spectateurs, les nourrir, qui sortent touchés, qui sortent transformés, qui sortent avoir envie d'aller cajoler leurs enfants, changer leur vie, je sais pas quoi, moi. Et donc ça m'interpelle. Donc ça vaut le coup de se brûler pour ça, quoi. De se donner pour ça. Et c'est pour ça que je dis oui, quoi qu'il arrive, j'irai au bout encore cette fois-ci, a priori. Donc là, ce coup-ci, j'essaye de moins être en marge, parce que être habitué, moi je sais faire être en marge, mais de rentrer dans le circuit, c'est vachement difficile. Attends, je suis pas habitué à ça. Donc d'essayer d'apprendre comment on fait un vrai récit, tout ça, donc sans perdre son âme. Donc c'est tout un travail et j'essaye de rentrer dedans. Maintenant, j'irai jusqu'où je pourrai. Après, on verra, quoi. Et du coup, à un moment donné, j'essaye de pas me prendre la tête, quoi. C'est-à-dire que c'est pas dans le mental, c'est-à-dire à un moment donné, je lâche, je m'habitue à faire que la vie, c'est pas que moi, quoi. Il y a plus que moi, il y a plus large que moi. Il y a, j'ai appelé la société Providence Film, mais Providence Film, c'est plus large que moi. C'est la vie, c'est les rencontres, et je crois que la vie, elle est au service de tout le monde et donc de moi-même. Donc voilà, je marche avec ça. Et tu as un titre provisoire pour le... Ouais, à la fois, mais je ne sais pas si c'est le bon. Vol au vent des rêves, peut-être, mais je sais pas, c'est pas mûr en fait. Pas sûr, ouais. Vol au vent des rêves. Ouais. Je sais pas ce qu'il dit. Ça dit? Ouais. Bah, ça fait rêver. Ouais. Et du coup, ce sera sur la foi au sens large du terme. À la fois, c'est le même que le sens spirituel ou religieux, mais c'est comment tu t'enracines sur ce qui te porte et tu dis oui à ça et tu marches avec ça quoi qu'il arrive, quoi. Et quoi qu'il arrive, même si tu es par terre, tu continues, et voilà, c'est là-dessus que ça m'intéresse. Mais écrire ça, c'est difficile. Je suis en écriture et c'est difficile. Et là, c'est un sacré accouchement, quoi. Bon, voilà. Et parce que c'est de sortir ce que tu as envie de dire, et ça se dit pas n'importe comment, quoi. Et effectivement, je vois le public, comment il va sortir de la salle, et c'est ce qu'il me dit. Tiens, si je fais si j'écris comme ça, non, c'est pas ça. Je veux que le public soit... Voilà. Ouais. Et dans l'idéal, tu espérerais le faire j'ai pas de temps trop, mais ça se fera dans 3-4 ans, quoi. Ouais.
Si tu pouvais résumer en une phrase ton esprit ainsi que ce lieu. On n'a pas parlé beaucoup de lieux du coup. Si, au début. Quand ouais, même, c'est bien. pour être- En une phrase, lieu. Bah, Un simple homme qui vit des choses simples, Qui va au bout de ses rêves. qui a l'art de se compliquer la vie avec des choses simples d'ailleurs. ok. Mais plutôt un message au public qui arrive. Bah oui, c'est le message. En fait, je mets un personnage en devanture, ici, là, le poète ferrailleur. Accessoirement, c'est moi, mais peu importe. Et un mec qui marche, qui fait son boulot, quoi. Simplement son boulot. Et je le mets en devanture et je dis aux gens, voilà, là, un mec qui fait ce qu'il fait et qui va au bout. Voilà. Bon, tentez de faire le vôtre élan. Tout ce que voilà. Parce que le monde, il change comme ça. Et le monde, il change avec le plaisir. On a souvent l'impression et appris, soit par nos éducations, que c'est en se forçant que les choses marchent. Et c'est pas en se forçant, en fait. C'est par l'élan, par le plaisir, par le bonheur. Et c'est là que la voie se trouve, en fait. Parce qu'il te fait rêver. Hein, oui. Ouais. Alors, le rêve dans le sens, pas décoller, hein, le rêve comme le support de soi-même, quoi. Un moteur. Ouais.